Donc, bonjour à tous. Je me nomme Annie Desrochers. Je suis la responsable du doctorat en sciences de l'environnement et du doctorat sur mesure, mais aujourd'hui, je joue le rôle de la représentante du vice-rectorat enseignement, recherche et création. Alors, merci d'être là. L'UQAT est une fois de plus fière de présenter en ces lieux une autre soutenance de thèse, celle-ci étant sa 168e. Elle se réalise dans le cadre du programme de doctorat en sciences de l'environnement de l'UQAM, offert en association avec l'UQAC, l'UQAR, l'UQTR et l'UQAT. Dans ce programme de troisième cycle, vous assistez donc à la 78e soutenance en foresterie. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de fermer vos cellulaires, les mettre en mode silence, s'il vous plaît. Voilà. La procédure. Alors, je vous présente le cheminement académique du doctorat, Maxime Thomas. Alors, de 2019 à 2024, il est étudiant au doctorat en sciences de l'environnement. De 2017 à 2019, il a effectué un master en biologie intégrative, parcours plantes et société à l'Université de Tours, en France. De 2016 à 2017, licence 3, sciences de la vie. Qu'est-ce que le 3 veut dire? On ne sait pas. Filière biologie-environnement, équivalent à la troisième année du baccalauréat à l'Université de Tours aussi. Et la licence 1-2, j'imagine que c'est la première et la deuxième année. Sciences de la vie, de la terre et de l'environnement, biologie, biochimie et chimie. Alors, à l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne en France. Alors aujourd'hui, M. Thomas nous livrera les résultats de ses recherches qui l'ont mené à rédiger la thèse intitulée « Effet des perturbations d'origine anthropique sur deux espèces d'importance culturelle ». Je vous présente les membres du jury et leur champ d'expertise. Alors, la présidente du jury est Mme la professeure Valentina Buteau à l'Institut de recherche sur les forêts de l'UQAM. Ses champs d'expertise, la phénologie, l'anatomie du bois, l'écophysiologie, la modélisation et les biostatistiques. L'évaluatrice externe, la professeure Liette Vasseur, qui est professeure en sciences biologiques à Brock University. Ses champs d'expertise sont la biologie végétale, la gestion des écosystèmes, la biologie de conservation, l'écologie du paysage et les interactions plantes-insectes. Notre évaluateur externe, le professeur Normand Voyer, qui est à la faculté des sciences et de génie, sciences et génie, département de chimie à l'Université Laval. Alors, ces champs d'expertise sont la chimie organique, bio-organique et supramoléculaire, isolement, identification et synthèse de produits naturels, la chimie verte, les canaux ioniques et transport membranaire. La direction de recherche, la professeure Nicole Fenton à l'Institut de recherche sur les forêts de l'UQAM. Ces champs d'expertise sont la biologie végétale, les bryophytes, la dynamique de la pêssière à mousse. Et les co-directeurs de recherche, le professeur Bébarek Lamara, ici à l'IRF. Ces champs d'expertise sont la génétique moléculaire des plantes, la génomique forestière, l'amélioration génétique végétale. Et le professeur Hugo Asselin à l'École d'études autochtones de l'UQAT. Ces champs d'expertise sont la foresterie sociale et autochtone, questions autochtones, développement nordique, écologie forestière, paléoécologie, changement climatique et incendie forestier. Alors, aux membres du jury, je vous demanderai, quand vous allez parler, de bien appuyer sur votre bouton pour que les gens à distance puissent vous entendre. Et Maxime, je te souhaite une bonne présentation. Et je laisse la tâche maintenant à la professeure Buteau pour vous expliquer la procédure de la soutenance. Merci, Annie. Bonjour. Et bon, les jurys, après avoir évalué votre thèse par écrit et recommandé la soutenance, j'ai donc le plaisir, Monsieur Thomas, de vous demander de présenter les éléments clés de votre thèse dans les prochaines 30 à 40 minutes, à 45 minutes de présentation. Merci. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je vais commencer tout de suite. Oui, d'accord. Est-ce que c'est mieux, Liette? Oui. Donc, le plan de ma présentation va être plutôt classique. Je vais commencer par une introduction générale où je présenterai les différents éléments nécessaires à comprendre comment je suis arrivé aux 3 chapitres de ma thèse.
Je présenterai ensuite chacun des chapitres les uns à la suite des autres avec à chaque fois introduction, méthodologie, résultats et discussion. Puis je terminerai tout ça par une brève conclusion générale. Donc, pour commencer, comme vous le savez sûrement, la forêt boréale, c'est un milieu qui subit de nombreuses perturbations, qu'elles soient d'origine humaine ou naturelle. Puis ces perturbations-là, elles s'accroissent dans un contexte de changement climatique. Donc, on peut penser notamment au feu. On l'a vu avec la saison de feu de l'été passé, qui était notamment liée au climat particulier lié au changement climatique. Mais il y a également les coupes forestières, l'exploitation minière, l'exploitation hydroélectrique. Donc, tout ça, ça vient un petit peu interagir. Puis ça a des conséquences sur l'environnement dans la forêt boréale, mais aussi pour les usagers du territoire. On peut penser notamment aux communautés autochtones qui ont un lien étroit avec leur territoire traditionnel, donc les perturbations de l'environnement vont les toucher un petit peu plus directement. Pour évaluer l'effet des perturbations de façon complète, c'est donc important de considérer l'aspect environnemental, mais aussi l'aspect socio-culturel des perturbations. Puis un moyen de faire ça, c'est d'étudier les espèces d'importance culturelle. Alors, une espèce d'importance culturelle, c'est une espèce nécessaire à la pratique de diverses activités culturelles. Donc, on peut penser à la chasse, la cueillette, médecine traditionnelle ou des valeurs plus spirituelles ou d'héritage. C'est une espèce aussi qui est difficilement ou pas remplaçable d'un point de vue culturel. Donc, si elle vient à disparaître, les différentes pratiques culturelles dont elle dépend sont touchées. Puis souvent, c'est aussi des espèces qui sont importantes dans l'écosystème pour une raison assez logique. Pour qu'une espèce prenne une place prépondérante dans la culture d'une population, c'est généralement qu'elle est assez fortement présente dans son environnement, même s'il y a quelques rares exceptions à ça. J'ai choisi le terme espèce d'importance culturelle, mais dans la littérature, on voit aussi espèce culturelle clé. C'est un terme qui est un peu plus discuté, donc je suis allé avec cette terminologie-là. Un exemple d'espèce d'importance culturelle, c'est le pin blanc pour la communauté de Kichi-Sakik dans le parc de la Vérandrie, donc à l'ouest du Québec. C'est une espèce qui sert de repère dans le paysage de par sa grande taille, donc ça permet de s'orienter sur le territoire. Elle sert aussi de refuge pour différentes espèces animales, incluant des espèces chassées. Elle est utilisée en médecine traditionnelle, elle fait partie des mythes et légendes de la communauté, donc elle a quand même une grande importance culturelle. Puis malgré ça, elle est menacée par les coupes forestières, notamment les coupes totales, qui diminuent son abondance. Donc on voit bien la problématique ici sur le fait que les perturbations peuvent affecter la culture de certaines populations. Le contexte de cette thèse s'est déroulé donc, en partenariat avec 3 communautés autochtones qui sont situées en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Donc, on a la communauté d'Abitibi-Winnie, aussi connue sous le nom de Picogan, qui est située non loin d'Amos et dont les terrains de trappe sont un peu plus au nord, à la frontière avec l'Ontario. Donc, les territoires traditionnels sont délimités en noir sur la carte ici. On a ensuite c'est une communauté Anishinaabe, puis on a aussi 2 communautés Cri, donc les communautés de Mistassini et Nemaska situées dans le nord du Québec, donc plus au nord. La collaboration avec les communautés s'est déroulée à différents niveaux. Déjà, les études ont pris place sur leur territoire traditionnel. On a également fait des discussions informelles avec différents membres des communautés pour sélectionner les espèces à étudier dans le cadre de cette thèse. Et au fil de ces discussions, les membres des communautés nous ont fait part de diverses inquiétudes qui nous ont servi à orienter les perturbations à plus fine échelle qu'on allait étudier aussi dans 2 des chapitres de cette thèse. Donc, les espèces étudiées sont au nombre de 2. On a d'une part le thé du Labrador, Rhododendron groenlandicum, ou le laidon du Groenland de son ancien nom. C'est une éricacée de sous-bois qui est capable de reproduction végétative, donc elle fait un procédé qui s'apparente à du marcottage avec des tiges qui courent sous la surface du sol organique et qui lui permettent de régénérer des individus. Ça a des implications par rapport à sa résilience aux perturbations. Quand il y a une perturbation qui vient ouvrir le couvert forestier sans perturber la couche organique du sol, l'apport de lumière permet à la plante de recoloniser efficacement le milieu. Puis, son intérêt culturel, c'est surtout par rapport à son utilisation en médecine traditionnelle. Donc, ces feuilles sont utilisées pour préparer des infusions utilisées à différentes fins, donc pour traiter l'arthrose, le rhume ou en tant que tonique, par exemple.
La deuxième espèce, c'est le bleuet à feuilles étroites, Vaccinum angustifolium. Donc, quand on a parlé aux communautés, ils m'ont mentionné le bleuet de façon générale, puis il y a une autre espèce qu'on trouve fréquemment, le bleuet fausse myrtille, Vaccinum myrtioides. Mais j'ai choisi de me restreindre à une seule espèce parce que ces deux espèces-là n'ont pas les mêmes préférences d'habitat, pas les mêmes la même composition chimique. Donc, dans le but de pouvoir avoir des réponses analysables, je me suis restreint à une seule espèce. Donc, c'est aussi une éricacée de sous-bois, aussi capable de reproduction végétative, donc mêmes implications par rapport à sa résilience aux perturbations. Puis son importance culturelle, c'est par rapport à son apport dans la diète traditionnelle. Donc, la diète traditionnelle est riche en petits fruits de façon générale et le bleuet occupe une part importante dans ces petits fruits. En plus de ça, ces fruits ont des vertus antidiabétiques et antioxydantes, ce qui amène un intérêt supplémentaire à les consommer. Puis, elles servent aussi à soutenir différentes espèces comme l'ours noir qui est chassé par les communautés, donc encore un intérêt culturel supplémentaire. Donc tout ça nous amène aux questions de recherche de la thèse. La question générale fait écho au titre. Donc le but, c'était de comprendre comment les perturbations d'origine anthropique affectaient les deux espèces étudiées que je viens de présenter. Plus spécifiquement, je me demandais comment des perturbations à large échelle, donc les changements climatiques et la coupe, allaient affecter la présence des deux espèces dans le futur. Comment des perturbations à plus fine échelle, donc la présence d'une mine ou d'une ligne hydroélectrique, pouvait affecter les usages culturels de ces plantes-là, donc potentiel médicinal pour le thé et nutritionnel pour le bleuet. Puis dernièrement, pour aller plus loin dans l'effet des perturbations à fine échelle, j'ai voulu creuser l'effet du sol pour voir si l'effet des perturbations à plus fine échelle était indirect via le sol. De ça a découlé les 3 chapitres de ma thèse. Donc, un premier chapitre de modélisation où on a simulé différents scénarios de changement climatique et de coupe pour voir l'effet sur la probabilité de présence des deux espèces dans le futur. Un second chapitre qui était concentré sur le thé du Labrador pour évaluer l'effet des mines et des lignes hydroélectriques sur sa composition chimique, donc les composés phénoliques qui ont des intérêts pour la santé humaine. Puis le troisième chapitre était un pendant de ce chapitre-là, mais pour le bleuet, donc effet des mines et des lignes hydroélectriques sur sa composition phénolique. Puis c'est dans ce chapitre-là qu'on est allé un peu plus loin en évaluant également les effets du sol. On va passer maintenant au premier chapitre. Donc c'est un article qui a été publié dans Science of the Total Environment et sur lequel, en plus de mon comité de direction, j'ai collaboré avec Yann Boulanger du Centre de foresterie des Laurentides. Donc, pour rappel, la question qu'on se posait ici, c'était de comprendre l'effet des changements climatiques et des coupes. Donc, des changements climatiques et des coupes sur la présence du thé du Labrador et du bleuet dans le futur. Alors, pourquoi cette question? Parce que les changements climatiques sont directement liés au feu. Ils créent un climat plus chaud et plus sec, notamment au printemps et en été. Donc, ce qui crée des saisons de feu, comme on l'a vu l'an dernier. Puis, les feux et les coupes forestières, c'est 2 des perturbations les plus importantes à large échelle dans l'aire d'étude. Donc, on a en droit de se demander comment ces changements importants au niveau du paysage vont se répercuter sur des espèces de sous-bois. La méthodologie, donc on a utilisé 2 modèles en combinaison. D'une part, des modèles de distribution d'espèces, un pour chaque espèce, qui permettait de projeter la probabilité de présence du thé du Labrador et du bleuet en fonction des caractéristiques du paysage forestier. Pour alimenter ces modèles-là, j'ai utilisé une base de données du ministère de la Faune et des Parcs, qui contient donc des données sur la présence et l'absence de nombreuses espèces, incluant le thé du Labrador et le bleuet, mais également les caractéristiques des peuplements forestiers et les caractéristiques du sol. Donc, c'est un réseau d'un peu plus de 20 000 placettes qui m'a permis de construire ces modèles-là pour voir quelles caractéristiques étaient les plus importantes pour ces 2 espèces-là. Puis, en parallèle, Yann Boulanger a utilisé le modèle LENDIS2, qui est un modèle de paysage qui permet de modéliser l'évolution du paysage dans le futur en fonction donc, de différents scénarios climatiques et de coupes. Et en mettant ces 2 types de modèles en correspondance, ça a été possible de projeter la probabilité de présence dans le futur en fonction des changements du paysage prévu par l'INDIS.
on a considéré différents scénarios. Oui, c'est ta face, Yann. Donc, on a considéré différents scénarios climatiques et de coupe selon un gradient. D'une part, pour les scénarios climatiques, on avait à un extrême aucun changement climatique pendant les 150 ans sur lesquels la simulation roulait. Et de l'autre côté, des changements climatiques élevés. Donc, c'était basé sur les anciens scénarios du GIEC, les scénarios RCP. Le 2.6, ça correspond à des changements climatiques faibles, 4.5 modérés et 8.5 élevés. Puis, même chose pour les scénarios de coupe. On avait aussi un gradient avec à un extrême aucune coupe. Puis ensuite, des scénarios indexés sur le taux de coupe pratiqué actuellement dans l'aire d'étude. Donc, soit la moitié de ce taux de coupe pour un scénario de coupe faible, le taux de coupe actuel pour le scénario modéré et le double de ce taux de coupe pour un scénario de coupe élevé. Puis donc 4 x 4, ça nous a fait 16 combinaisons à étudier qui évoluaient donc selon un gradient de perturbation d'origine anthropique. Avant de passer aux résultats, je voulais revenir sur l'aire d'étude pour ce chapitre, déjà pour montrer l'aire qu'on a modélisée en rouge. On n'a pas pu modéliser le nord du territoire par manque de données pour alimenter les modèles, mais surtout pour attirer votre attention sur la ligne blanche qui traverse la carte, qui est la limite nordique des forêts commerciales. Au nord de cette limite, il n'y a pas de coupes forestières qui prennent place. Ça va donc avoir des influences sur les résultats, puisque le seul territoire qui est entièrement sujet à la coupe, c'est celui d'Abitibi-Winnie. On a ensuite le territoire de Mistissini où la coupe touche à peu près 30 à 40% de la zone modélisée, puis le territoire de Nemaska où c'est une toute petite portion qui est sujette à la coupe. Je commencerai mes résultats par présenter l'importance des différentes variables pour prédire la probabilité de présence des espèces. Donc en vert, on a le P du Labrador et en violet, le bleuet. Puis la variable qui avait vraiment le plus d'importance pour les deux espèces, c'était les espèces d'arbres dominantes au niveau donc, du couvert forestier. C'est d'autant plus vrai pour le T, où c'est vraiment la variable qui se dégage. Pour le bleuet, il y a l'âge et l'origine du peuplement, puis le drainage, c'est-à-dire l'humidité du sol qui avait une petite importance. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer donc sur la variable couvert forestier. Quand on regarde un peu plus en détail, on observe globalement le même patron pour les deux espèces, à savoir qu'on les retrouve plus dans les peuplements de pins et d'épinettes et les zones non forestières, puis moins dans les peuplements de peupliers et de sapins. Le thé du Labrador a une préférence un peu plus marquée pour le pin et l'épinette, tandis que le bleuet est un peu plus versatile, puis on le retrouve un peu plus dans les zones non forestières. Donc maintenant, je vais présenter les résultats communauté par communauté concernant l'évolution de la probabilité de présence. Ce que je présente ici, c'est la différence de probabilité de présence en fonction, comparée au scénario sans changement climatique, donc qui est la ligne en pointillé qu'on voit au niveau du zéro en noir. J'ai choisi de présenter ça comme ça pour deux raisons. La première, c'est que on était plus intéressé à voir l'effet des scénarios de changement climatique et de coupe qu'à essayer de prédire une probabilité de présence absolue dans le futur au niveau des territoires. Puis la deuxième, c'est que ça permet de corriger l'idiosyncrasie du modèle, donc les erreurs systématiques inhérentes au modèle, en comparant les différents scénarios issus du modèle entre eux. Donc en différentes couleurs, on a les changements climatiques, bleu faible, jaune, modéré, rouge, élevé. Puis de gauche à droite, on a le gradient de coupe, donc aucune coupe à gauche et coupe élevée à droite. Pour le thé du Labrador, on remarque déjà que la déviation par rapport au scénario sans changement climatique est assez faible. On parle de plus ou moins 5%, donc rien de drastique. Puis le meilleur scénario, ce serait le scénario de changement climatique modéré, et le pire, celui de changement climatique élevé, surtout lorsqu'il est combiné avec beaucoup de coupes. Pour le bleuet, le patron est un peu différent. Globalement, tous les changements climatiques permettent à l'espèce d'être plus présente sur le territoire par rapport au scénario sans changement climatique. Mais on a quand même ce crash des changements climatiques élevés au dernier pas de temps lorsque c'est combiné avec de la coupe élevée. Pour expliquer ça, on va regarder l'évolution des peuplements forestiers. Donc, il y a beaucoup de couleurs, mais je vais attirer votre attention sur trois en particulier. Donc, on a le vert mi-foncé, ici, qui représente les peuplements d'épinettes pures, le jaune qui représente les peuplements de peupliers, et le noir, les zones non forestières. Donc, les zones non forestières, c'est des zones qui ne peuvent pas être classifiées en tant que forêt, mais ça peut être
permanents comme des tourbières ou transitoires, comme après perturbation, il n'y a juste plus assez de couvert. Puis ce qu'on remarque, c'est que la proportion d'épinettes pures, donc qui sont bonnes pour les deux espèces, diminue peu importe les scénarios considérés, y compris quand il y a peu de perturbations. Donc ce qui explique la variation, c'est qu'est-ce qui vient remplacer ces épinettes-là. Puis plus on a des changements climatiques élevés, donc plus on descend vers le bas du graphique, plus il y a des zones non forestières qui augmentent, donc qui sont bonnes pour les deux espèces, particulièrement pour le bleuet. Mais dans les scénarios les plus extrêmes, ça s'accompagne également d'une augmentation du peuplier qui est mauvais pour les deux espèces. Donc c'est ça qui explique le crash au dernier pas de temps pour les scénarios avec beaucoup de changements climatiques. Et c'est plus marqué pour le thé que pour le bleuet, tout simplement parce que le bleuet tire mieux son épingle du jeu avec les zones non forestières. Je vais passer un peu plus rapidement sur les deux autres communautés. Donc là, on a Mysticini. On voit que là, encore une fois, c'est le scénario modéré qui serait meilleur pour le thé et élevé pour le... et plus il y a de changement climatique, plus le bleuet performe bien. Tous les scénarios sont meilleurs que le scénario sans changement climatique. Puis ça, c'est dû à la forte augmentation des zones non forestières. Le modèle prévoyait vraiment beaucoup de feux dans cette zone de l'aire d'étude. Pour Nemaska, le modèle avait un petit peu plus de mal à distinguer l'effet des scénarios. Mais globalement, on observe que le thé du Labrador a une présence qui diminue avec les changements climatiques et le bleuet, encore une fois, augmente. Puis c'est à nouveau dû à l'interaction donc entre l'augmentation des zones non forestières puis des peuplements de peupliers. Donc, si on résume ces résultats-là, globalement, on a observé que plus l'intensité des perturbations augmentait, plus il y avait une diminution du couvert de conifères, notamment les épinettes, en faveur des zones non forestières et des peuplements feuillus, notamment des peupliers. Les implications que ça a, c'est une légère diminution de la présence du thé du Labrador, surtout dans les scénarios les plus extrêmes, puisque cette espèce-là est typiquement associée avec des peuplements de conifères. C'est également le cas du bleuet dans la littérature, mais il semble plus résilient, notamment dû à sa plus forte affinité avec les zones non forestières. Après, ceci étant dit, il y a quand même assez peu de variations pour les deux espèces, même dans les scénarios les plus extrêmes, donc elles ne seraient pas à risque dans le futur, a priori. Si on voulait quand même maximiser la présence des deux espèces dans le futur, surtout pour le thé du Labrador, ce serait important d'essayer de limiter le remplacement des conifères par les feuillus dans le territoire. Il y a différentes solutions qui s'offrent à nous pour ça, j'en présente quelques-unes ici. Donc, on pourrait déjà essayer d'inclure la prévision des feux futurs dans le planning de coupe pour éviter de couper des endroits qui ont de fortes chances de brûler, ce qui entraîne des échecs de régénération, donc empêche les conifères de recoloniser le milieu ensuite. On pourrait planter des conifères plus adaptés aux feux fréquents, comme le pin gris, ce qui permettrait de faire barrière un peu à la colonisation feuillue. Puis, une solution qui ne fait pas toujours l'unanimité, mais il y a la possibilité aussi d'utiliser des feux contrôlés pour limiter l'accumulation de biomasse et éviter des méga-feux par la suite, avec les conséquences qu'on connaît de l'été dernier. Puis, ces solutions, donc, ça aiderait marginalement les deux espèces à l'étude, mais ça coïnciderait aussi au maintien d'autres espèces, des espèces d'oiseaux ou, par exemple, le caribou forestier qui lui a vraiment besoin de vieux peuplements de conifères pour subsister dans le paysage et est vraiment menacé en ce moment. Donc, on va passer au deuxième chapitre. Je vais juste boire un peu. Ce chapitre-là a été publié dans la revue Botanie. Donc, la question de recherche ici, c'était de comprendre l'effet d'une mine ou de la présence d'une ligne de transport hydroélectrique sur le potentiel médicinal du thé du Labrador, ou du moins une partie de ce potentiel. Le raisonnement derrière, c'est que les plantes réagissent donc aux perturbations de leur environnement via leur métabolisme secondaire, puisqu'elles ne peuvent pas se déplacer contrairement aux animaux. Et pour le thé du Labrador, donc des métabolites secondaires importants, c'est les flavonoïdes. Et ces flavonoïdes-là, ils ont aussi un intérêt pour la santé humaine, notamment des vertus antidiabétiques. Donc on voit bien que si les perturbations affectent la plante via ce biais-là, ça peut avoir des répercussions en bout de ligne sur la santé humaine.
La méthodologie pour ce chapitre-là est assez simple. Donc, on a prélevé des échantillons à proximité de mines dans un rayon de 200 mètres autour des sites miniers. Ça, c'est une valeur qui a été trouvée par d'autres études précédentes qui ont trouvé que c'était donc la zone dans laquelle la pollution particulière liée aux mines était maximale et avait un effet sur les plantes. Puis on a aussi prélevé donc sous des lignes hydroélectriques et des témoins éloignés de ces deux perturbations-là. Et on a évité les routes pour éviter l'effet de bordure et la pollution liée au trafic routier. Puis ensuite, on a mesuré les concentrations en flavonoïdes dans les feuilles pour comparer entre ces différents traitements-là. Donc, on va passer tout de suite aux résultats. Là, ce que je vais présenter, c'est la similitude entre les échantillons en fonction de leur provenance. Donc, c'est un regroupement selon une classification hiérarchique ascendante. Moins il y a d'embranchements qui séparent les échantillons, plus ils sont similaires au niveau de leur profil de flavonoïdes. Puis on distingue donc deux principaux groupes qui sont marqués par les deux couleurs. En rouge, on a la majorité des échantillons de Nemaska, tous les échantillons de Nemaska en fait, et la majorité des échantillons issus de lignes hydroélectriques. Puis en bleu, on a un groupe un peu plus disparate, mais qui représente les échantillons de Mysticini, excepté ceux sous les lignes hydroélectriques, et tous les échantillons d'Abitibi-Winnie. Pour comprendre un peu à quoi c'était dû, on a ensuite fait une analyse multivariée, donc une PCA. En différentes couleurs, on a la communauté de provenance. Les différentes formes représentent la perturbation et les lettres représentent les concentrations en flavonoïdes. Donc, plus on s'en approche, plus c'est concentré. Puis ce qu'on remarque surtout, c'est que la majorité des flavonoïdes sont plus concentrés sur la droite du graphique, avec donc les échantillons de Nemaska en jaune et ceux issus de lignes hydroélectriques, donc les triangles. Puis ça, c'est corrélé à l'ouverture de la canopée, donc la flèche en évidence en rouge. Plus les sites étaient ouverts, plus on avait une forte concentration en flavonoïdes. Donc ça, c'est exploratoire, mais on a voulu voir si c'était significatif d'un point de vue statistique. Pour ça, j'ai fait une permanova, donc pour voir si le profil de flavonoïdes changeait de façon significative en fonction de la perturbation d'origine, du territoire d'origine et de l'interaction de ces deux variables. Puis ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait un effet significatif du territoire et de la perturbation, mais pas de leur interaction, et que l'effet du territoire était 2 fois plus important que celui de la perturbation pour expliquer donc la variation des flavonoïdes. Pour aller plus loin, j'ai fait ensuite des modèles linéaires mixtes pour examiner la variation des concentrations en flavonoïdes individuelles en fonction de ces deux variables. Comme il y avait beaucoup de flavonoïdes, il y en avait 16 à la base, j'ai fait un regroupement pour éviter de faire trop d'analyses et d'augmenter les erreurs de type 2. Donc, on est passé à 6. L'épicatéchine a été regroupée avec 7 autres flavonoïdes et la quercétine 3-glucoside avec 3 autres flavonoïdes. Puis là, donc, ce qu'on a sur le graphique, c'est la variation en fonction des perturbations. Et en général, donc, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait moins de flavonoïdes à proximité des mines. Il y en avait plus sous les lignes hydroélectriques. Puis concernant l'effet du territoire, donc ça, c'est pas sur le graphique, on avait plus de flavonoïdes à Nemaska comparé aux deux autres communautés. Bon, et il y a la quercétine rhamnoside donc, qui varie à l'opposé de tous les autres, mais on ne rentrera pas dans ce détail durant la période de présentation. Donc, pourquoi est-ce qu'on a observé ça? Il y a différentes pistes d'explication possibles. La plus faible teneur en flavonoïdes à proximité des mines pourrait être due à la pollution aux métaux lourds, donc il y a une pollution typique des sites miniers. Ces métaux lourds-là, ils sont nocifs pour la plante, puis les flavonoïdes peuvent être utilisés pour les neutraliser par chélation, mais ce faisant, ils sont consommés, donc on en retrouve moins dans la plante. Une autre piste d'explication qui n'est pas mutuellement exclusive avec la première, c'est que les métaux lourds peuvent inhiber l'activité enzymatique des plantes, donc ça pourrait avoir des répercussions sur la production de flavonoïdes aussi. On en aurait moins de produits. Puis pour la plus forte concentration en flavonoïdes à Nemaska et sous les lignes hydroélectriques, ça pourrait être dû à l'ouverture de la canopée. Donc sous les lignes hydroélectriques, les arbres sont retirés pour maintenir les lignes. Donc le sous-bois reçoit plus de soleil, mais à Nemaska, c'est moins intuitif. C'est pour ça que je vous ai mis une photo. Donc en haut, on a Nemaska, en bas, Mysticini, l'autre communauté qui est la plus proche.
Puis Nemaska étant plus au nord, elle est en fait située dans la zone de transition entre la forêt boréale fermée et ouverte, ce qui fait que les arbres sont plus petits et donc le sous-bois est plus ensoleillé. Ça, les conséquences que ça peut avoir, c'est un apport d'UV, donc qui est nocif pour les plantes comme pour nous. Et les flavonoïdes sont des composés de défense contre ces UV, donc la plante peut en produire plus pour subsister dans ce milieu-là. Je terminerai cette discussion en disant donc que les perturbations avaient bien un effet au niveau du métabolisme de la plante. Donc, c'est important de ne pas s'arrêter à présence-absence lors des études de l'impact des perturbations. Et par contre, donc, on a juste une partie du portrait au niveau des propriétés médicinales. On n'a pas, par exemple, évalué les polluants dans la plante, ce qui peut aussi avoir des répercussions sur la santé humaine. Donc, à creuser avant de conclure de façon plus définitive sur ce sujet-là. Par exemple, il peut y avoir des herbicides parfois d'appliquer sous les lignes hydroélectriques. On va passer maintenant au troisième et dernier chapitre, sur lequel, en plus de mon comité de direction, j'ai collaboré avec Yves Desjardins de l'INAF, à l'Université Laval. C'est un chapitre qui a été soumis dans Plant and Soil. Donc la question de recherche est similaire à celle du chapitre précédent, à savoir quel est l'effet de la présence d'une mine ou d'une ligne de transport hydroélectrique sur le potentiel nutritionnel, cette fois du bleuet, puisqu'il est surtout utilisé dans la diète autochtone, par exemple. Puis on voulait savoir, pour aller plus loin sur l'effet de ces perturbations, quel était le rôle du sol dans cette interaction perturbation-plante. Donc chez le bleuet à feuilles étroites, c'est plutôt les anthocyanines et les proanthocyanidines qui étaient des métabolites secondaires d'importance. Ces métabolites ont également différents effets bénéfiques sur la santé, donc notamment antioxydants, antidiabétiques. Puis pourquoi l'effet du sol? Parce que c'est un élément important pour les plantes, que ce soit au niveau de ses propriétés, donc on peut parler du pH, teneur en azote ou en différents éléments minéraux qui viennent affecter la croissance, mais aussi le fonctionnement des plantes. Puis en plus de ça, le sol abrite un microbiome particulier, donc des bactéries et champignons, qui aussi a une influence sur les plantes. Donc on peut penser aux mycorhizes qui aident les plantes à capter les nutriments au niveau de leurs racines, mais également des bactéries bénéfiques, des pathogènes. Donc on voit bien que si le sol est perturbé, ça peut en bout de ligne avoir des effets sur les plantes. La méthodologie est assez similaire à celle du chapitre précédent. Donc, on a prélevé des échantillons de fruits, la partie consommée de la plante, à proximité de lignes, sous des lignes hydroélectriques et des témoins, en évitant les routes. On a mesuré la concentration en différents polyphénols, donc anthocyanine, proanthocyanidine et autres. Et on a pris en plus donc, des échantillons de sol organique à l'endroit où on avait prélevé des fruits pour analyser les propriétés du sol et le microbiome du sol. On a voulu étudier les différents liens. Donc, le lien qu'on avait regardé pour le chapitre précédent, c'est l'effet direct, entre guillemets, des perturbations sur les composés phénoliques. Puis là, on voulait également examiner si les perturbations affectaient les propriétés du sol, le microbiome du sol, puis si ça se répercutait donc sur les composés phénoliques au final. Donc, je vais vous présenter les résultats lien par lien. Tout d'abord, on n'a pas trouvé d'effet direct des perturbations sur les composés phénoliques. Donc, je passerai directement à l'effet des perturbations sur les propriétés du sol. C'est encore une fois une permanova, donc pour voir comment le profil de propriété du sol évoluait en fonction de la perturbation et du territoire. Puis ce qu'on a trouvé, c'est que les deux, encore une fois, avaient une importance, mais pas leur interaction. En allant un peu plus loin, donc avec une analyse de variance couplée à un Teuquet, il a été possible de voir donc, que le sol des mines était plus riche en cuivre et en fer que dans les autres perturbations, plus riche en carbone et azote que sous les lignes hydroélectriques, et avait un pH plus élevé que le sol des témoins. Maintenant, pour ce qui est donc de l'effet des perturbations sur le microbiome, je vais commencer par les bactéries. Donc, il s'agit d'une analyse discriminante linéaire de taille d'effet en français. Et ça permet de voir s'il y a des groupes qui sont différentiellement abondants dans mon cas en fonction de la perturbation. Je ne rentrerai pas dans le nom spécifique des taxons ici, mais ce que je voulais montrer ici, c'est qu'il y avait des bactéries qui étaient différentiellement abondantes uniquement dans le sol des lignes hydroélectriques par rapport aux deux autres perturbations.
Pour les champignons, c'était la majorité des taxa différentiellement abondants qui étaient trouvés sous les lignes hydroélectriques, mais il y en avait quelques-uns à proximité des mines et un taxon en particulier au niveau des témoins, mais je ne rentrerai pas dans le détail sur celui-là puisque je n'ai pas trouvé d'informations sur ce taxon-là dans la littérature. Donc, on reviendra sur la fonction de ces taxons-là en discussion. Maintenant, pour ce qui est de l'effet des propriétés du sol sur le microbiome, j'ai trouvé que les bactéries répondaient uniquement au pH au niveau de leur communauté, tandis que les champignons répondaient au pH et à l'azote, ainsi qu'à différents éléments minéraux et carbone, de façon plus marginale. Puis donc, pour finir, je présente l'effet des bactéries sur les composés phénoliques. J'ai fait la même analyse pour les champignons, mais il n'y a rien qui est ressorti comme étant significatif. Donc, le graphique n'est pas très élégant, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est sur la droite du graphique, ici, les deux groupes des Sulfitobacteria et Bacilli, qui sont associés avec des concentrations plus élevées de proanthocyanidine, donc qui était l'un des composés secondaires les plus importants dans les fruits de bleuets, donc qui améliorait le métabolisme secondaire de la plante lorsqu'elle devenait plus abondante. Donc ça fait beaucoup de résultats, mais pour revenir un peu sur tout ça, ce qu'on peut dire, c'est que les perturbations avaient bien un effet sur le microbiome, principalement via leur effet sur les propriétés du sol, mais que ça ne se répercutait pas sur les composés phénoliques. Les deux groupes bactériens qu'on a trouvés comme ayant une influence sur les composés phénoliques ne sont pas ceux qui sont affectés par les perturbations. Donc, pourquoi cette différence avec le chapitre précédent, le thé du Labrador, où on a trouvé un effet des perturbations sur les composés phénoliques? Il y a plusieurs pistes d'explication. La première, c'est possible qu'on ait manqué des composés phénoliques qui répondaient aux perturbations, puisque même si on a essayé de sélectionner le groupe le plus important, on ne les a pas tous étudiés. Puis on n'a pas non plus regardé le métabolisme primaire qui contient donc certaines réactions enzymatiques qui permettent de réagir aux stress environnementaux. Donc c'est possible qu'on ait manqué ça. Une autre piste d'explication, ça pourrait être dû à la différence d'organes. Donc, pour le thé du Labrador, on a regardé les feuilles, alors que pour le bleuet, les fruits. C'est possible que les fruits soient affectés moins directement. Il y a des études qui ont trouvé que dans une même plante, deux organes différents pouvaient réagir de façon complètement différente à la même perturbation. Donc, c'est possible que ce soit un peu ça qu'on ait observé ici. Les différents taxa qu'on a trouvés comme étant plus abondants sous les lignes hydroélectriques étaient pour la majorité saprotrophes ou mycorhiziens. Donc saprotrophes, c'est qui sont capables de dégrader le carbone externe. Donc ça pourrait être dû aux conditions particulières de carbone sous les lignes hydroélectriques qui sont enrichis en débris ligneux. Donc lors des opérations d'intervention, Hydro-Québec laisse les branches d'arbres sur site, ce qui fournit une source de carbone externe intéressante, qui pourrait donc favoriser la présence de saprotrophes. Puis, ça pourrait aussi être dû au fort couvert d'éricacées, dû à l'ensoleillement sous les lignes hydroélectriques, donc ça pour les taxa mycorhiziens. Tous les taxa mycorhiziens qu'on a trouvés ne sont pas capables d'association avec les éricacées, mais ça pourrait expliquer une partie de cette réponse-là. Ensuite, pour les taxa plus abondants proches des mines, on en a trouvé qui étaient extrémophiles, donc tolérantes à des conditions extrêmes de pH ou d'autres éléments de propriété du sol, ou tolérants aux métaux. Donc ça, c'est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on avait vu sur l'effet des mines sur le sol. Puis les deux groupes bactériens, donc Bacilli et Descultobacteria, qu'on a trouvés comme améliorant les composés phénoliques de la plante, sont connus pour contenir des rhizobactéries promotrices de la croissance des plantes, qui, contrairement à ce que leur nom laisse supposer, ne font pas promouvoir la croissance, mais peuvent aussi avoir des effets bénéfiques sur le métabolisme des plantes. Donc, encore une fois, c'est plutôt cohérent avec la littérature. Donc, pour conclure sur ce chapitre-là, encore une fois, ça va être important de mesurer la présence de contaminants dans les fruits avant de conclure que les perturbations sont inoffensives par rapport aux usagers du territoire qui consomment les bleuets. Puis les Sulfitobacteria et les bacilli, ça pourrait éventuellement être une avenue intéressante pour améliorer la teneur en proanthocyanidine des bleuets, donc potentiellement leur vertu nutritionnelle. Donc, je terminerai avec la conclusion générale. Tout au long de cette thèse, on a pu voir que les effets des perturbations sont multiples
Donc, que la simple présence-absence ne suffit pas toujours à capter les impacts des perturbations. Les effets des perturbations sont complexes, donc il y a différentes limites qui ont été atteintes dans cette thèse. On n'a notamment pas évalué l'effet des éricacées sur les arbres lors de notre modélisation, alors que c'est quand même un effet qui est connu, qu'elles inhibent la croissance des arbres. On n'a pas pu non plus modéliser la fructification du bleuet, qui est un élément important pour la valeur culturelle de cette espèce. Puis, on a manqué de la mesure de certaines variables environnementales sur le terrain qui nous auraient permis de mieux comprendre l'effet des perturbations, donc teneur en métaux dans les fruits ou feuilles ou température, par exemple. Ceci étant dit, j'espère que j'ai pu montrer que les espèces culturelles clés, c'est vraiment une avenue intéressante pour mieux comprendre l'effet des perturbations de façon un peu plus complète. Puis, quelques perspectives pour de futures recherches, donc justement la mesure des polluants dans les plantes pour mieux conclure sur l'effet sur la santé humaine. On pourrait également utiliser des techniques de métabolomique non ciblée, donc qui permettent d'étudier le métabolisme de la plante au complet, ce qui permettrait de peut-être capter des effets qu'on a manqués dans ces études-là. Puis, complémenter ces études par l'étude d'autres espèces d'importance culturelle, notamment qui ne sont pas capables de reproduction végétative, puisque comme on l'a vu, ça leur confère quand même une bonne résilience aux perturbations, puis malgré ça, on a quand même trouvé un effet. Donc ce serait important de creuser ça pour voir si d'autres espèces seraient plus vulnérables. Donc voilà, ça fait le tour de ma présentation. Donc, je tenais à remercier rapidement mon comité de thèse, le jury pour sa présence, Julie Arsenault, mes collaborateurs externes, donc Yann Boulanger, Alain Cuerrier et Yves Desjardins, ainsi que les collaborateurs des communautés, donc Benoît Croteau pour Picogan, Anderson Johnny pour Nemaska, et notamment aussi Hubert Pitarobano pour Mysticide. Puis les membres du laboratoire de bryologie, donc les amis et collègues. Merci.